Devrait-on utiliser le levier de la fiscalité pour redynamiser le tissu français d'entreprise? C'est les questions que j'aimerais aborder avec vous, Jacques Lecacheux, aujourd'hui. Jacques Lecacheux, bonjour. Bonjour. Jacques Lecacheux, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Vous êtes directeur du département des études à l'OFCE. Vous avez beaucoup travaillé sur l'intégration européenne, mais aussi sur la fiscalité. Vous êtes l'un des rares économistes français. Vous êtes attelé à ce dossier de la fiscalité. D'ailleurs, vous avez collaboré à un rapport pour le Conseil d'analyse économique sur le thème croissance équitable et concurrence fiscale qui a été publié en 2005. Et plus récemment, vous avez publié un livre, Les Français et l'impôt. Et plus récemment, vous avez rédigé un article sur la réforme de la fiscalité et de la taxe carbone dans le cadre de l'Union européenne. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser un peu en introduction, c'est à l'heure actuelle, nous avons en discussion à l'Assemblée nationale la loi de finances. Quelle est votre opinion sur les grandes orientations du projet de loi de finances 2012 ? Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grandes orientations. C'est vraiment, je pense, un projet de loi de finances de transition. Tout le monde sait qu'on va avoir une élection présidentielle et une élection législative dans quelques mois, qu'au lendemain de ces élections, on va avoir une loi de finances rectificative. On voit bien que pour l'instant, du coup, on n'a pas fait de grands choix. Il n'y a pas de choix stratégique. Je dirais que non. Quand vous regardez par exemple le plan qui a été annoncé au mois de septembre pour réduire les déficits budgétaires, on mobilise plusieurs ressources, on tape dans différentes poches, etc. Mais il n'y a pas véritablement de grande direction. Donc je pense que cette loi de finances, c'est vraiment une loi de transition. Donc on voit pas apparaître à l'heure actuelle de stratégie fiscale à travers la loi de finances, mais j'imagine que le problème fiscal va être au centre du débat électoral. Oui, je pense qu'il est tout à fait naturel qu'on n'engage pas une réforme à quelques mois d'une grande échéance électorale nationale. Donc, moi, il ne me semble pas que ça soit choquant en soi. En revanche, je pense, et j'espère en tout cas, que la campagne électorale sera l'occasion d'un vrai débat sur la fiscalité, sur les grandes orientations qu'on souhaite donner à la fiscalité dans les 5 années à venir. Oui. Alors, puisqu'il va y avoir débat sur la fiscalité, très certainement, espérons-le, la fiscalité des ménages attire bien plus l'intérêt des médias et des grands publics que la fiscalité des entreprises. Mais aujourd'hui, nous allons justement nous focaliser sur la fiscalité des entreprises dont vous êtes un expert reconnu. Le tissu français d'entreprises se délite. Les grandes entreprises sont de plus en plus attirées vers le grand large, vers les marchés porteurs en Extrême-Orient ou en Amérique latine. Le tissu de PME et d'entreprises de taille intermédiaire en France est relativement peu dynamique. Le taux de marge des entreprises françaises est inférieur à celui de ses compétiteurs étrangers, notamment allemands et même italiens. Quelle est la responsabilité de la fiscalité française, s'il y en a une, sur cette situation du tissu productif français? Bon, je crois qu'il faut se garder évidemment des discours de pensée magique qui consisteraient à dire qu'il suffit de réformer la fiscalité pour que tout s'arrange d'un coup sur les différents points que vous avez abordés. Mais je pense que la fiscalité a néanmoins une responsabilité. De ce point de vue-là, je pense qu'on peut faire référence à l'étude qui a été faite récemment qui compare les fiscalités françaises et allemandes. J'imagine que vous avez vu cette étude, et c'est la Cour des comptes donc, qui a fait ce travail intéressant. Et parmi les choses qui ressortent de cette étude, il y a notamment donc, on va dire un équilibre différent entre les différents instruments de la fiscalité, et notamment entre la fiscalité qui pèse sur le travail et le coût du travail, et puis la fiscalité qui pèse sur la consommation, entre la fiscalité qui pèse sur les entreprises et la fiscalité qui pèse sur les ménages, etc., etc. Donc je pense que de ce côté-là, il y a en tout cas des pistes. Mais est-ce que dans la situation française, la fiscalité, en introduisant dans la fiscalité l'aspect charge sociale, oui. Est-ce que ça pèse plus lourd en France que chez ses compétiteurs étrangers les plus proches
l'Allemagne, l'Italie, Oui. Pour parler des pays qui nous entourent directement. Oui, oui, absolument. Je crois déjà, il y a quelque chose que nous avions souligné dans le rapport avec Christian Saint-Etienne, que vous mentionniez tout à l'heure pour le Conseil d'analyse économique, c'est une spécificité française qui est la taxe sur les salaires. Hein. La taxe sur les salaires, aujourd'hui, ça n'existe pratiquement qu'en France. C'est une survivance d'un certain nombre de décisions passées qui avaient été prises à une époque où on avait soumis à la TVA certains secteurs et pas d'autres, etc., etc. Et ça représente quand même une part non négligeable des recettes fiscales en France. Et à mon avis, c'est quand même un assez mauvais impôt du point de vue que nous avons évoqué, que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire du point de vue du dynamisme et des marges, etc., des entreprises. Donc votre réponse, c'est effectivement, on a en France, pour les entreprises, une charge fiscale et sociale supérieure, notamment à celle de l'Allemagne. Oui, surtout. Et ça pèse sur la compétitivité. Donc ça aurait, en poussant un petit peu l'idée, une responsabilité dans le creusement du déficit que nous avons vis-à-vis de l'Allemagne. Oui, je crois que le débat qui est engagé depuis déjà quelques années sur l'allègement du coût de la main-d'œuvre par différentes mesures de réforme fiscale, comme par exemple la TVA sociale ou des choses de ce genre-là, toutes ces réformes dans lesquelles on cherche à reporter la charge du financement ou d'une partie du financement de la protection sociale du coût du travail vers autre chose, que ce soit la consommation, si on augmente la TVA, ou que ce soit, comme je le propose dans un autre papier, la taxe carbone ou des taxes, disons, sur les ressources naturelles. Dans tous les cas, la logique est à peu près la même. La logique consiste à dire, voilà, si on veut restaurer la compétitivité coût des producteurs français, on peut utiliser le levier fiscal en basculant une partie de la charge qui pèse actuellement sur le coût du travail sur d'autres instruments de prélèvement, que ce soit la consommation dans le cas de la TVA, ou que ce soit une taxe écologique, une taxe carbone, ou quelque chose de genre. Donc l'idée, ça serait de basculer une partie de la fiscalité, hein, mais on s'entend bien, hein, on introduit les charges sociales dedans, de les basculer sur la fiscalité des ménages, ou sur la fiscalité aux frontières, en quelque sorte, pour des produits importés qui ne respecteraient pas des aspects écologiques, donc des mesures un peu protectionnistes. Alors, vous pouvez dire que la TVA est un impôt protectionniste si vous souhaitez. Moi, je veux bien vous suivre sur ce terrain-là, mais c'est tout simplement un impôt qui taxe la consommation, et parce qu'elle taxe la consommation, elle taxe aussi les importations, et comme vous le savez, les exportations étant exonérées de TVA, eh bien, on a effectivement un levier de modification des prix relatifs des exportations et des importations. On pourrait imaginer de la même façon, comme vous le soulignez, d'avoir une taxe carbone qui frappe les importations et les produits nationaux. Et dans ce cas-là, on peut appeler ça une mesure protectionniste, si on veut. En même temps, c'est juste une mesure de rétablissement d'une certaine Alors, équité. Restons un instant sur l'équilibre entre la fiscalité des ménages et la fiscalité des entreprises. On a en France, on avait en 2010 un déficit public supérieur à 7%. On espère que cette année, ça va être légèrement, 2011, légèrement inférieur à 6%, on espère, selon la loi de finances. Et le projet de loi de finances 2012 prévoit, avec des hypothèses très optimistes sur la croissance, de le faire passer à 4,5%. Donc on a cette priorité en France, réduire la dette. Mais comment réduire ces dettes qui représentent 85% du PIB, dont le poids va continuer d'augmenter, sans casser la croissance française, alors même que, historiquement, nous avons un modèle de croissance qui est basé sur la consommation. Parce que si on rééquilibre la fiscalité en faveur des entreprises et au détriment des ménages, dans une première étape, on va casser ce modèle de croissance français basé sur la consommation. Oui, alors je pense qu'il y a un aspect conjoncturel et puis un aspect à plus long terme dans toute décision de réforme fiscale. Le conjoncturel, vous l'avez rappelé, c'est un contexte de croissance très anémique en France et en Europe. Et donc, mon premier commentaire là-dessus, c'est qu'il faut essayer de ne pas aller trop vite dans la réduction des déficits budgétaires. C'est un exercice un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut à la fois convaincre qu'on va le faire et en même temps ne pas le faire trop rapidement pour ne pas casser la croissance. Le rythme annoncé par le gouvernement actuel est trop rapide ?
Celui qui est annoncé, pas celui qui sera réalisé. Je vous l'ai dit, je pense que la loi de finances 2012, c'est une loi de transition, donc on sait bien que ce n'est pas ce qui va se passer. Tout le monde sait que la loi qui a été votée par le Parlement ne sera pas mise en œuvre, puisqu'il va y avoir une nouvelle majorité. On entendait aux actualités récemment que l'agence de notation Moody's annonçait une possibilité éventuelle de réexamen de la note de la France. Est-ce que ça ne va pas conduire le gouvernement, quel qu'il soit, le gouvernement qui sera mis en place en juin 2012, d'accélérer la baisse des déficits ? Peut-être ou peut-être pas. Je pense que tout ça dépend de beaucoup de choses, notamment de ce qui va se passer au niveau européen, de la manière dont on va gérer cette question de la mutualisation des dettes publiques, etc. Donc je pense qu'il y a actuellement beaucoup d'inconnus. Mais simplement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que, indépendamment du rythme qu'on va choisir d'imprimer à la réduction du déficit budgétaire, il y a une question de structure des prélèvements obligatoires. Autrement dit, il va falloir augmenter les impôts, probablement. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, même si certains mettent davantage l'accent sur la baisse des dépenses et d'autres davantage sur la hausse des impôts. Mais on sait que, de toute façon, il faudra faire un peu des deux. La proportion entre les deux dépendra de différents choix politiques. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, étant donné qu'on doit augmenter les impôts, quels sont les impôts qu'il est souhaitable d'augmenter, quels sont ceux qui feront, comme vous l'avez dit, le moins de mal à la croissance, et quels sont ceux qui sont les plus justes, parce qu'il y a aussi une question de répartition équitable des nouvelles charges. C'est-à-dire il faut aussi tenir compte du fait que on va devoir faire payer tout le monde, mais certains plus que d'autres, et donc voilà. Bon. Et c'est la raison pour laquelle, je dis, on doit réfléchir à l'équilibre global, et dans les considérations qui doivent être mises en avant, il y a effectivement la question de la compétitivité du tissu productif français, des entreprises françaises, et donc la question de l'équilibre entre les impôts qui pèsent sur les ménages et ceux qui pèsent sur les entreprises. Mais sur le point de savoir, est-ce qu'on casse le moteur de la croissance, qui est la consommation, si on augmente les prélèvements sur les ménages, la réponse est en partie dans ce que j'avais dit avant. C'est-à-dire, si on augmente la compétitivité des entreprises, on peut espérer, au moins en partie, que la baisse de la consommation intérieure va être compensée, dans une certaine mesure au moins, par une meilleure performance à l'exportation, une demande extérieure plus importante, un certain rééquilibrage du commerce. Il va y avoir un délai entre la mise en œuvre des mesures. Oui, mais s'il y a quelques mois... Si on augmente la TVA, l'impact sur la consommation va être relativement rapide. Vous savez que si vous regardez les répercussions des hausses de TVA, c'est tout à fait intéressant. Regardez l'expérience de l'Allemagne. L'Allemagne a passé sa TVA de 16 à 19% il y a 4 ans. Et si vous regardez ce qui s'est passé, vous vous rendrez compte que, contrairement à une idée très largement répandue, et d'ailleurs on en a vu un autre exemple dans l'autre sens en France, avec la TVA sur la restauration, la baisse de TVA sur la restauration n'a pratiquement pas été répercutée dans les prix. Les hausses de TVA en Allemagne n'ont pratiquement pas été répercutées dans les prix, ou très lentement, en tout cas. Par contre, en 1995, pardonnez-moi de vous rappeler une expérience historique, oui, tout à fait. L'augmentation de la TVA opérée par Alain Juppé a impacté sur la consommation très très rapidement. Oui, mais on était dans un contexte un peu différent, et je pense qu'il faut regarder ces choses-là de très près. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on compare la situation de la France à celle de ses principaux partenaires, l'une des choses qui frappe, c'est que les impôts sur la consommation aujourd'hui en France sont moins lourds que dans la plupart des autres pays européens. Et qu'aujourd'hui, presque tous les autres pays européens ont ou vont augmenter leur TVA. Et nous, ça fait des années qu'on la baisse. Donc il faut se poser cette question quand même, de savoir s'il est pertinent de continuer à rogner l'impôt sur la consommation comme on l'a fait depuis des années. Et moi, je pense que non. Alors, il y a une chose qui me frappe dans le débat entre économistes à l'occasion de ces élections présidentielles qui sont dans notre perspective, c'est l'évolution de la réflexion au sein des économistes qu'on peut qualifier de gauche, qui se rallient petit à petit aujourd'hui à une politique de l'offre.
un des premiers éléments de politique de l'offre pour favoriser et stimuler les entreprises, c'est d'abaisser la fiscalité des entreprises. Quels sont les éléments fiscaux qui pèsent sur les entreprises, hein, encore une fois, dans le fiscal, on a introduit les charges sociales, qui vous paraissent devoir être le plus rapidement remis en cause? Bon, on a déjà évoqué la taxe sur les salaires, même si c'est compliqué, parce qu'évidemment, ça représente une part non négligeable des recettes aujourd'hui. Et plus généralement, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer, après tout, ce qu'on veut, c'est non seulement favoriser la compétitivité des entreprises, mais aussi encourager l'emploi, etc. On est dans une période de chômage massif, donc c'est aussi ça la question. Donc, alléger les charges qui pèsent sur le coût du travail, que ce soit les charges sociales, la taxe sur les salaires, etc., me paraît quelque chose... Lesquelles en priorité? Écoutez, on peut par exemple poursuivre le basculement qu'on a commencé à opérer quand on a créé la CSG, de façon à ce qu'il n'y ait plus parmi les charges sociales que celles qui financent des prestations contributives, c'est-à-dire retraite, chômage, etc., et que la santé et la famille soient entièrement basculées sur un financement fiscalisé qui ne pèse plus sur le coût du travail. Bon, ça déjà, ce serait déjà un progrès significatif. Et donc, voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on doit s'interroger sur la structure de l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, on a un impôt sur les sociétés en France qui est très différent de ce qu'il est chez la plupart de nos partenaires. Alors c'est très difficile à apprécier par rapport aux pays voisins, parce qu'il y a des assiettes qui sont différentes. Mais justement, c'est compliqué parce que les assiettes sont différentes. Quelle est votre appréciation dans la manière dont ça pèse ? Pour moi, si vous voulez, cet impôt sur les sociétés en France souffre d'un grave défaut. Il a une assiette très étroite et un taux très élevé. Alors déjà, en termes d'affichage, c'est catastrophique. Il pèse principalement sur les PME. Il pèse beaucoup sur les PME parce que les autres peuvent se livrer à ce qu'on appelle pudiquement de l'optimisation fiscale et les PME ne le peuvent pas. En termes d'affichage, déjà, c'est une très mauvaise chose. Je veux dire, simplement, quand vous regardez les classements internationaux qui sont publiés dans différents, par Forbes ou des gens comme ça, à chaque fois, la France apparaît comme le plus mauvais élève de tous les pays de l'OCDE parce qu'on a un taux qu'on appelle le taux facial qui est le plus élevé, ou l'un des plus élevés. Pas plus élevé que les États-Unis d'ailleurs, ni le Japon, mais enfin plus élevé que nos partenaires européens. On sait que le Royaume-Uni baisse son taux d'imposition sur les sociétés, on sait que l'Allemagne l'a fait il y a quelques années, etc. Donc il y a un problème qui est un problème d'affichage. Il y a un deuxième problème qui est que dans tous les pays voisins, ces dernières années, on a fait des réformes qui ont consisté à élargir l'assiette et à abaisser le taux de façon à rendre l'impôt moins distorsif, plus neutre en termes de choix économiques des entreprises, et notamment en termes de choix entre financement par endettement et financement par émission, etc., d'actions, etc. En France, on a encore aujourd'hui une incitation, par exemple, à l'endettement, puisque les intérêts sont déductibles de l'assiette de l'impôt, etc., etc. Donc je pense qu'aller vers un impôt à assiette plus large, avec un taux plus faible... Quand vous parlez de la déduction des intérêts, il s'agit des intérêts pour l'acquisition de société. Oui, lorsqu'il s'agit d'acquérir une autre entreprise. Par exemple. D'accord. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut améliorer la fiscalité pesant sur les bénéfices des sociétés en la rendant plus neutre et relativement moins lourde pour certaines catégories d'entreprises. Moi, mon sentiment et ma préférence vont plutôt à un processus d'harmonisation européenne. Il existe la volonté aujourd'hui de faire un rapprochement franco-allemand sur cette question. C'est un sens, rapprocher la fiscalité? Absolument. Je pense que ça a beaucoup de sens. Il existe depuis déjà une dizaine d'années dans les tiroirs de la Commission européenne un projet d'harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans l'Union européenne. Ce projet est bloqué depuis des années par quelques pays, mais on pourrait très bien imaginer aujourd'hui une coopération franco-allemande sur la base d'une harmonisation de l'assiette et d'un abaissement des taux en France. Donc votre proposition concernant l'IS, c'est de baisser le taux de l'IS, j'imagine, pour le bénéfice qui est réinvesti. Oui. Et est-ce qu'il faut faire comme... moi, je ne suis pas favorable à la distinction réinvesti par réinvesti. Plein de pays ont essayé ça dans le passé. Ça ne sert à rien. C'est juste une complication inutile. Il n'y a pas à avoir de distinction. Vous verriez un taux d'IS à quel niveau alors ?
regardez l'Allemagne, je veux dire, on a baissé à 25 par exemple, on pourrait facilement baisser à 25 au lieu des 33, un tiers qu'on a aujourd'hui, plus les prélèvements sociaux, etc. Alors, compte tenu de toute la créativité fiscale, de toutes les options, les niches fiscales qui existent, on le sait, les grandes entreprises paient proportionnellement beaucoup moins d'impôts en termes de taux que les PME, les entreprises de taille intermédiaire. Est-ce qu'il faut une fiscalité spécifique pour les grandes entreprises? Est-ce qu'il faut imaginer, par exemple, un impôt forfaitaire de niveau relativement élevé pour les grandes entreprises? Alors, bon, il y a un problème, effectivement, d'imposition des grandes entreprises multinationales. Il y a eu des chiffres publiés par le Conseil des prélèvements obligatoires montrant que le taux moyen d'imposition des bénéfices des multinationales est beaucoup plus faible que celui des entreprises du CAC 40, plutôt, est beaucoup plus faible que celui des PME, ce qui est tout à fait incontestable. Le problème, c'est qu'on a déjà dans la fiscalité française des dispositifs qui favorisent relativement les PME. C'est-à-dire qu'il y a déjà un taux d'imposition plus faible pour les bénéfices des PME que des grands groupes. Limité, plafonné. Plafonné, ben, c'est normal puisque ça concerne les petites. Donc il faut bien justement qu'on le réserve aux petites. Mais en même temps, évidemment, on a toujours un problème de seuil. C'est-à-dire de dire mais à partir de quand est-on grand, à partir de quand est-on petit. Donc, pour une entreprise de 200 salariés, ce plafond ne joue pas beaucoup. Voilà, donc ça joue surtout pour les très petites. Pour les très petits. Très petites entreprises. On favorise en France les très petits. Les très petites, absolument. Bon, moi, je ne suis pas très favorable à un seuil, mais pour répondre à la question de l'imposition des grands groupes et pour répondre justement au problème d'optimisation fiscale, l'harmonisation européenne sert à ça, parce que ce que propose l'Union européenne, la Commission européenne, c'est en fait ce qu'on appelle une assiette commune consolidée, c'est-à-dire de faire en sorte que les groupes multinationaux paient des impôts dans le pays dans lequel ils ont leur siège social sur la base d'une assiette commune consolidée et qu'ensuite on répartisse cette assiette, comme on le fait aux États-Unis entre les différents États de la Fédération américaine, selon une clé de répartition. Et ça a un gros avantage, c'est que justement ça mettrait un terme à toutes les possibilités d'optimisation et d'arbitrage qui sont aujourd'hui énorme pour les grands groupes et nul pour les petites et moyennes entreprises. La manipulation des prix de transfert, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais tout le monde sait qu'un groupe multinational peut facilement faire apparaître son bénéfice imposable dans le pays qui l'arrange. Hein. C'est ce qu'on appelle y compris au sein de l'Union européenne, d'ailleurs, qui est soumis à un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est la concurrence fiscale. Absolument. Et la concurrence fiscale, elle est encore plus sur la délocalisation des assiettes imposables que sur la délocalisation des entreprises. Autrement dit, les entreprises n'ont pas besoin de bouger pour profiter des taux d'imposition plus bas qu'offrent les différents pays. Est-ce qu'il faudrait prendre des mesures par rapport à l'Irlande, par exemple? Mais je vous dis, si on allait dans le sens d'une harmonisation de l'assiette et qu'on aille dans le sens de la proposition de la Commission européenne, c'est-à-dire une assiette commune consolidée, on réglerait une très grande partie de ces problèmes-là déjà. Donc, alors ensuite, qu'on fasse pression sur l'Irlande, ceci dit, vous aurez remarqué que pour l'instant, on a fait chou blanc. À chaque fois qu'on a essayé de faire pression sur l'Irlande, ça n'a pas marché. Hein. On n'a peut-être pas pressé assez fort, j'en sais rien, mais le fait est, quand on les a fait voter très concrètement sur le traité de Lisbonne, on leur a donné l'assurance qu'on ne les obligerait pas à monter leur fiscalité. Donc on peut difficilement, 2 ans après, dire bah voilà, vous avez voté oui au traité de Lisbonne, maintenant on va revenir sur la parole qu'on vous a donnée. C'est un peu compliqué. Alors, quand même. pour alléger les charges sur les entreprises, il faut trouver des recettes ailleurs. On a déjà évoqué la TVA sociale, que certains appellent TVA anti-délocalisation. Oui. On verra la dénomination, ça revient un petit peu au même. Et vous avez beaucoup travaillé vous-même sur la taxe carbone, qui est aussi un petit peu une taxe protectionniste en quelque sorte. Non, encore une fois, je n'appelle pas ça une taxe protectionniste. La question de la fiscalité est toujours la même au fond. La question c'est sur quoi pèse-t-elle et comment modifie-t-elle les prix et les coûts relatifs. Bon. Ce que je propose sur le sujet de la taxe carbone, et qui est aussi la même logique au fond que celle qui préside à tout ce qu'on peut dire sur la TVA, c'est augmentons la charge fiscale sur les ressources dont on souhaite que les entreprises et les ménages les économisent, et au contraire, allégeons-la sur les ressources pour lesquelles on souhaite que les entreprises en développent l'usage. Donc, allégeons la fiscalité qui pèse sur le travail et en contrepartie,
alourdissons-la sur les énergies, les ressources naturelles, les matières premières, etc. Toutes choses dont par ailleurs la France est singulièrement dépourvue et donc, ma foi, ça aurait l'avantage additionnel de réduire notre facture énergétique et comme vous avez rappelé tout à l'heure, Mais le coût de l'énergie va frapper les entreprises industrielles. Tout le monde, bien sûr. Est-ce que ça ne va pas être au détriment de notre compétitivité? Eh bien, il faut calibrer ça de telle manière que les allègements de charges sur la main-d'œuvre incite les entreprises à faire des choix de technologie différents. Il se peut que certaines entreprises y perdent, d'autres vont y gagner. Les entreprises qui utilisent énormément d'énergie fossile, évidemment, vont être encouragées à faire autre chose ou à se délocaliser. Mais en contrepartie, celles qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre vont y gagner. Donc, la question ensuite est de savoir quel est le modèle de développement qu'on veut promouvoir. Il ne suffit pas de dire qu'on veut une économie de l'offre. La question suivante, c'est quelle offre on veut sur le territoire national. Or, il me semble qu'il est souhaitable, pour l'Europe en général et pour la France en particulier, d'aller dans le sens de ce qu'on appelle l'économie à basse intensité carbone, pour toutes sortes de raisons, pour des raisons climatiques, pour des raisons aussi d'opportunité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe est singulièrement dépourvue en ressources d'énergie fossile, et donc, voilà. Donc il faut que ce soit des mesures prises au niveau européen. Pas seulement. Certains pays comme la Suède ou le Danemark ont montré qu'on pouvait déjà aller assez loin au niveau national. Dans le cas des deux pays que je viens de citer, on a un poids de la fiscalité sur l'énergie et de la fiscalité écologique en général qui est presque 3 fois, dans le cas du Danemark, 3 fois ce qu'il est en France. L'économie danoise n'est pas moins compétitive que l'économie française, que je sache. Au contraire. Jacques Lecacheux, pour conclure, il ne nous reste que quelques minutes. Oui. Un nouveau président, ou peut-être un ancien président réélu, va être élu par les Français en mai 2012. Une nouvelle Assemblée va être élue en juin 2012. Quelles sont les premières mesures fiscales en faveur des entreprises qui devraient être prises le plus tôt possible? Juste pour conclure. Moi, je pense que les deux mesures que j'ai évoquées, c'est-à-dire lancer la grande réforme, disons, d'abord sur une base franco-allemande, de l'imposition des bénéfices des sociétés, d'une part, et d'autre part, basculer des charges sociales sur autre chose, que ce soit de la TVA ou de la taxe carbone, ça me paraît deux mesures importantes et à prendre vite. Bien, Jacques Lecacheux, merci beaucoup pour ces explications. Merci.